The Phantom Menace opens at midnight. Place in the Star Wars line. People started lining up over a month ago. All right, get out your lightsabers. You just may have noticed that Star Wars, the latest episode, opens nationally at midnight. 1999 donc. 16 ans après le retour du Jedi, alors que son univers s'est étendu à travers les jeux vidéo, les livres et les BD, le public s'apprête à découvrir La Menace Fantôme, premier épisode d'une nouvelle trilogie Star Wars. Et l'attente est pour le moins fébrile, renforcée par la bande-annonce montrant les premières images de ce monde situé une trentaine d'années avant les événements de la trilogie originelle. Pour les fans ayant grandi avec cette dernière, le tout prend un aspect quasi religieux. Les files d'attente s'allongent devant les cinémas et les premiers cosplayers s'en donnent à cœur joie. Au sortir de la salle, les avis sur le film seront pour le moins mitigés. Mais une scène emportera l'adhésion unanime. C'est le duel entre Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi et Darth Maul, aussi appelé le Duel of the Fates. Une scène incroyable, qui referme en elle un mystère, un secret pas ou peu discuté depuis sa sortie. Ce mystère, c'est ce dont nous allons parler ici. Avant ça, petite interlude. En 1927, dans Le Temps retrouvé, ultime tome de la recherche du temps perdu, Marcel Proust écrit « Les seuls paradis sont les paradis perdus ». Je pose ça là et on y reviendra plus tard. « 1993, Steven Spielberg sort Jurassic Park. Au-delà de ses qualités propres, c'est toujours un grand film en 2025, c'est une claque technique, l'aboutissement de tâtonnements et d'essais en matière d'effets spéciaux numériques effectués lors des 10 années précédentes. Pour les visionnaires du 7e art, c'est l'appel du destin. Kubrick se dit qu'il peut enfin donner vie à son projet AI. Cameron peut rêver de Pandora, et George Lucas peut donner une suite satisfaisante à son Star Wars, selon ses standards de qualité, que vous les aimiez ou non. Son envie ? Raconter les origines de Dark Vador. C'est en tout cas le pitch plus que vendeur dévoilé au public, qui du coup n'en peut plus d'attendre la révélation. Comment Anakin est devenu Vador ? Comment l'univers en est-il arrivé au point de décrépitude qui est le sien au début de l'épisode 4 ? En 1997, Lucas sort en salle les éditions spéciales de la trilogie originelle, la faisant redécouvrir aux jeunes adultes l'ayant découvert en salle à l'époque, et les ados ne connaissant que les versions VHS. Ce sont des versions pimpées au numérique, pour le meilleur, et souvent pour le pire. La première bande-annonce de La Menace Fantôme déclenche l'hystérie. Elle dévoile un univers nouveau et familier à la fois, luxuriant et rétro, et surtout la double lame laser de Darth Maul. Les foules se déplacent donc pour recevoir le film comme une hostie à la messe. Visuellement, la baffe est réelle. On découvre un univers vaste, avec de nouveaux mondes, de nouveaux personnages, et on retourne sur Tatooine, là où tout a commencé en 1977, et où manifestement, il reste encore de nombreuses choses à jouer. Côté histoire, c'est là d'où viendra principalement le problème de réception générale du film. Plus particulièrement 3 points. Tout d'abord, Jar Jar Binks, tout le monde aura compris, passons, on tire pas sur une ambulance. Deuxième point, l'intrigue elle-même. Je ne ferai à personne l'affront de la résumer, mais je vais quand même essayer. Globalement, on suit Qui-Gon et Obi-Wan naviguer au milieu d'une histoire de blocus commercial organisée par une fédération de marchands de l'espace afin de faire pression sur une république faiblarde. Les 2 Jedi tombent a priori par inadvertance sur un gamin surdoué de la force sur un vieux bled appelé Tatooine. Tout cela mènera dans les épisodes suivants à une guerre de sécession cosmique et à la création de l'Empire tel qu'on le connaît au début de l'épisode 4.
vous vouliez de la fantaisie et des batailles spatiales, vous vous retrouverez avec les 3 jours du Condor version Jedi. Je pose ça là également et on y reviendra plus tard. Le troisième point de contention, une mise en scène monolithique, beaucoup de parlotte, beaucoup de personnages assis et pensifs. Oui, la technique a évolué, mais à la fin des années 90, la cohabitation entre acteurs live et avatars numériques devant des fonds bleus ou verts, cela reste dégueulasse à l'écran. On reste donc sur une mise en scène basique, créant par ailleurs de gros problèmes de rythme. Évidemment, la scène de la course de pod faisant ici exception, ainsi que le Duel of the Fates. Et là, on touche vraiment le cœur du sujet. Replaçons la scène dans son contexte. Impuissante à convaincre la République de venir libérer son peuple de l'oppression de la Fédération des Marchands, Padmé prend les choses en main. Épaulée par sa suite, ainsi qu'Obi-Wan et Qui-Gon, elle retourne sur Naboo, conclut une alliance avec les Gungans. Ceux-ci doivent monopoliser l'attention des troupes droïdes, permettant à son commando de s'introduire dans le palais. Il compte en effet faire abdiquer le boss de la Fédération et récupérer des vaisseaux pour faire péter des stations orbitales, ce qui permettra par un bon vieux Deus Ex Machina de désactiver les troupes droïdes et faire en sorte que les Gungans ne se fassent pas tous massacrer comme les nullos qu'ils semblent être. Tout se passe plus ou moins comme prévu, jusqu'à ce que la troupe tombe nez à nez sur le mystérieux personnage équipé d'un sabre laser qui avait agressé Qui-Gon sur Tatooine. Ce que les spectateurs savent mais pas les Jedi, c'est que ce personnage s'appelle Darth Maul, qu'il est aux ordres de Darth Sidious. Ce que les Jedi ne savent pas non plus, mais que le spectateur sait, ce sont les mobiles de l'agression sur Tatooine. Mais ce que les Jedi et Darth Maul semblent savoir, et qui est totalement inconnu du spectateur, et qui constitue le dernier mystère de ce film, c'est la réponse à une question très simple. Pourquoi se battent-ils ? En effet, si vous n'avez pas lu les romans ou les BD, en 1999, vous ne savez pas ce qu'est un Sith, si ce n'est que manifestement, il représente le côté obscur de la Force, c'est-à-dire l'antithèse de ce que nous connaissons des Jedi. Après l'agression sans mobile apparent sur Tatooine, Qui-Gon en tire la conclusion suivante. C'est un seigneur Sith. Est-ce un bon motif de baston ? Bien comme le dirait Cyrano. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses nous en sommes en variant le ton. Quoi qu'il en soit, dès les premières notes de la musique magistrale de John Williams, Duel of the Fates impose un enjeu dramatique d'une intensité rare dans la pop culture. Le spectateur comprend intuitivement que l'affrontement est capital, mais son importance ne repose pas sur des dialogues explicatifs, ni sur un enjeu clairement énoncé par les personnages. Il repose sur une perception instinctive du bien et du mal. Darth Maul, figure imposante armée d'un sabre laser à double lame, est immédiatement identifiable comme une menace. Face à lui, 2 Jedi dont on sait qu'ils défendent la République et l'ordre établi. Ce manichéisme immédiat propre au conte et au récit mythologique fonctionne car il parle à l'enfant en nous, celui qui sait reconnaître un duel crucial sans qu'on lui explique pourquoi il l'est. Pire, on est dans l'archétype de la baston de cour de récré. La scène fonctionne à 2 niveaux. D'abord, là où le reste du film podresse à part et frappé d'un certain statisme, cette scène est mobile, virevoltante, innovante dans son action, à part le 360 degrés à l'horizontale qui fait penser à celui de Mark Dacascos. Et oui, un jour, on parlera de Crying Freeman sur cette chaîne. On bascule presque dans un autre film, tant le combat est montré d'une manière bien plus viscérale, physique que le reste du film. Mais au-delà de cette perception immédiate, un sentiment diffus s'impose. Il y a quelque chose de plus grand qui se joue dans ce duel. Les spectateurs, même sans y réfléchir consciemment, savent comment cette histoire va se terminer. Ils connaissent l'Empire, ils connaissent Dark Vador, ils savent que les Jedi vont échouer. Cette scène pourtant si spectaculaire est en réalité un moment de bascule tragique dont l'issue est déjà écrite dans leur mémoire collective. Avec 26 ans de recul, ce combat n'est pas seulement un duel entre Jedi et Sith.
Il est aussi le premier affrontement d'un autre type, celui de l'ère numérique qui transforme la relation entre une œuvre et son public. Pour la première fois, grâce aux forums, aux sites spécialisés et à l'explosion d'Internet, Star Wars ne se consomme plus uniquement dans une salle de cinéma ou à travers les produits dérivés. Il devient un objet de débat permanent, disséqué et analysé par ses propres fans en temps réel. Les spectateurs des années 90 ne découvrent pas la menace fantôme dans un vide culturel. Ils le regardent à travers le prisme de leur souvenir de la trilogie originale, un souvenir souvent idéalisé et transformé par l'enfance. Ce que la fan culture va imposer, c'est une reconstruction de Star Wars basée non pas sur ce qu'il est, mais sur ce qu'il représente dans la mémoire collective de ceux qui l'ont vu dans les années 70 et 80. C'est ici que la fracture apparaît. La prélogie, en particulier la menace fantôme, ne répond pas à l'image que les fans se faisaient de Star Wars. Pour certains, elle est une trahison. Pour d'autres, une opportunité de voir la saga sous un nouveau jour. Le débat devient vite passionnel, car il ne porte pas uniquement sur la qualité du film, mais sur la définition même de ce que Star Wars doit être. La véritable portée de la citation de Marcel Proust, « Les seuls paradis sont les paradis perdus », prend ici tout son sens. Ce n'est pas Anakin qui regrette un passé révolu, mais bien les spectateurs eux-mêmes. Ils recherchent dans cette nouvelle trilogie l'émotion originelle qu'ils avaient ressentie en découvrant Star Wars dans leur jeunesse. Mais cette sensation leur échappe. Le film en lui-même ne peut pas leur procurer ce qu'ils attendent, car leur attente repose sur une mémoire recomposée, idéalisée. Cette nostalgie structure l'ensemble de la réception de la prélogie et devient, à travers les forums et les discussions en ligne, un phénomène inédit dans l'histoire du cinéma. La fan culture qui explose à la fin des années 90 ne se limite plus à célébrer un univers. Elle se transforme en une force critique capable d'influencer la perception même des œuvres qu'elle vénère. Au regard du bourbier que sera la postlogie de Disney, la prélogie a été réévaluée à travers les décennies. Elle est appréciée maintenant pour ce qu'elle est, c'est-à-dire l'œuvre d'un auteur, George Lucas, un enfant de la contre-culture qui montre, comme Alan Pakula dans Les Hommes du Président ou À cause d'un assassinat, ou encore Sidney Pollack dans Les 3 jours du Condor, comment le pouvoir corrompt les institutions. Comme Robert Redford, Anakin est victime de l'échec de l'institution chargée de la protection de son monde. Dans son cas, il deviendra une figure luciférienne. Exclu du paradis, il en incarnera l'antithèse, sans même avoir pu jouer son rôle premier de porteur de lumière prométhéenne, si ce n'est à travers ses enfants. Mais là, je commence sévèrement à m'égarer, il est temps de conclure. Ainsi, Duel of the Fates est bien plus qu'une scène spectaculaire. C'est le symbole d'un basculement générationnel à la croisée de la nostalgie et de l'ère numérique. Ce combat d'apparence simple réactive des mécanismes primordiaux qui parlent directement aux émotions, à l'instinct. C'est pourquoi il est tant apprécié. Il offre un moment de pure clarté dans un film qui, pour beaucoup, est encore aujourd'hui source de débat et d'ambiguïté. Mais en même temps, il marque le début de la fragmentation de Star Wars dans l'espace public, où chaque spectateur revendique une interprétation propre, souvent influencée par son rapport personnel à la saga. La fan culture dès lors ne sera plus jamais la même. L'ère où Star Wars était un mythe partagé sans conflit appartient désormais au passé. La véritable bataille de Duel of the Fates, ce n'est pas seulement Jedi contre Sith, c'est un duel entre passé et futur, entre mémoire et réalité, entre l'enfance idéalisée et la prise de conscience que le paradis que nous cherchons n'existe que dans nos souvenirs. Anakin, qui est finalement l'objet du combat entre les deux factions, combat qui a pour enjeu son éducation future, eh bien Anakin, finalement, c'est le spectateur.